Pendant que vous écoutez, partagez vos pensées, vos sentiments et les leçons que vous en avez tirées ci-dessous, afin que nous puissions apprendre ensemble. Installez-vous confortablement, la vérité et le rebondissement arrivent. Entrons dans le vif du sujet. Je suis tombée sur cette histoire et je me devais d'en parler, car le danger ne résidait ni dans la robe rouge ni dans l'excuse de la nuit tardive. C'est l'attitude qui accompagnait cela. Quand quelqu'un commence à voir vos questions comme une nuisance plutôt qu'une réponse, il a un problème avec son mariage, il faut y porter attention. Une limite ne se contrôle pas. Établir des limites, c'est ce qu'on fait ensuite quand le respect disparaît. C'est ce que les gens oublient. Et c'est ce que l'histoire met douloureusement en lumière. Si vous êtes passionné par les drames de couple, les histoires d'infidélité, les révélations de trahison et les fins bouleversantes, prenez un moment pour aimer, partager et vous abonner. Et dites-moi avant de commencer. Si votre conjoint se faisait beau ou belle, vous mentez effrontément et partez après que vous l'ayez prévenu. La laisseriez-vous revenir? Je m'appelle Nolan Mercé. Et le soir où ma femme s'est mise sur son 31 pour sortir comme si j'étais invisible, la canicule n'avait même pas encore commencé à Saint-Louis. C'était fin juin, une de ces soirées étouffantes où l'air vous colle à la nuque et où le ventilateur du corridor ne fait que brasser de l'air chaud. Notre duplex en briques, dans le quartier, grinçait comme le font les vieilles maisons quand la journée s'achève. J'étais à la table de la cuisine, en train de trier les factures de mon entreprise de tapisserie d'ameublement à domicile, mes lunettes de lecture sur le nez, quand j'ai entendu les talons de ma femme claquer une fois dans l'escalier, puis s'arrêter. Elle s'appelait Camille, elle avait 36 ans, comme moi, et elle avait toujours été très attentive à ses déplacements. Camille était du genre à plier le papier de soie avant de le jeter, à ranger les épices par ordre alphabétique, à dire « ce n'est pas ce que j'ai demandé », quand on essayait de faire des manières au lieu d'être clair. On était mariés depuis 8 ans, sans enfants. Il y a 3 étés, un chien a été enterré sous les hortensias et les néons de ma tante. Nous n'étions pas des gens ostentatoires. C'était plutôt des soupers de poisson le dimanche, des valises assorties et un objectif d'épargne commun à la fois. C'était nous. Le bruit de ses talons était important, car Camille ne portait jamais de talons pour s'absenter un instant. Elle portait des sandales plates, des espadrilles blanches ou ses sabots bruns qui, disait-elle, lui donnaient l'air compétent. Les talons signifiaient qu'elle avait une intention. Les talons signifiaient que quelqu'un allait la remarquer. J'ai levé les yeux quand elle a atteint la dernière marche, et pendant une seconde, j'ai vraiment cru que j'avais oublié de me défouler. Elle portait une robe bleue ardoise que je n'avais jamais vue. Pas moulante, juste assez ajustée pour qu'on sente qu'elle avait été choisie avec soin. Ses cheveux étaient lissés et glissés derrière une oreille. De petites créoles dorées. Nouveau rouge à lèvres. Nouvelle énergie. Où vas-tu? Ai-je demandé. J'ai gardé un ton égal, parce que je ne suis pas du genre à m'emporter dès le départ. Je préfère les faits aux controverses, et les rumeurs viennent ensuite, s'ils sont justifiés. Camille a pris son sac à main sur le banc de l'entrée sans me regarder tout de suite. A-t-elle dit. Juste ça. Un seul mot. Elle atterrit entre nous comme une tasse posée trop brutalement. J'ai enlevé mes lunettes. Où ça? Elle expira par le nez, déjà irritée. Je fais des rencontres. C'était une autre chose que Camille utilisait pour nommer des noms. Je rencontre Tasha. J'ai revu ma cousine. J'ai revu mes collègues. Soudainement, tout est devenu humain. J'aimerais pouvoir vous dire que cette nuit-là a tout déclenché, mais ce n'est pas le cas. C'est juste le moment où j'ai arrêté de nier ce que je savais déjà. La vérité s'était insidieusement infiltrée chez moi pendant environ 7 semaines, y laissant de petites traces. Avant, son téléphone chargeait sur le comptoir de la cuisine, à côté du panier de fruits. Puis, il a commencé à l'accompagner en haut tous les soirs. Son sac de sport a commencé à sentir le parfum au lieu de la lessive. Elle rentrait à la maison avec cette politesse distraite qu'on réserve aux clients. Pao. Marie. Sans cruauté. Pire. Gérée. Comme si j'étais une interaction qu'elle avait appris à traverser sans laisser de traces. Je suis une ancienne rationalisatrice. C'est un de mes défauts. Si quelqu'un que j'aime se comporte mal, je trouverai 3 explications plausibles avant d'admettre la vérité, aussi horrible soit-elle. Peut-être que le travail la submerge. Peut-être qu'elle traverse une période difficile. Peut-être que j'ai été trop absorbée par mon travail et que je n'ai pas vu les signes d'épuisement professionnel. Ces histoires m'ont permis de dormir un moment. Elles m'ont aussi fait prendre du retard dans ma propre vie. Camille travaillait comme gestionnaire administrative dans un cabinet dentaire à Clayton. Elle était organisée, vive d'esprit et réputée pour se souvenir de l'anniversaire de tout le monde sans consulter son agenda. Dernièrement, elle avait commencé à oublier le mien. Le déclic s'est produit lors d'un barbecue familial dans le nord du comté, pour les 45 ans de ma cousine Lenora. Le mari de Lenora fait toujours trop cuire le poulet et fait comme si c'était une vieille technique de grillade. Du coup, tout le monde mange les bords et sourit quand même. Il y avait des chaises pliantes dans le jardin, des tables de cartes avec des gobelets rouges, du vieux Frankie Beverly qui passait sur une enceinte portable, des enfants qui couraient dans la fumée de citronnelle comme si c'était du parfum.
Camille s'est éloignée pour répondre à un appel. J'apportais des haricots blancs à la sauce tomate à la table de service. C'est alors que j'ai vu sa face se transformer. Pas adoucie, mais éclaircie. C'était vite, mais je l'ai vue. À son retour, j'ai demandé qui avait appelé. Elle a pris une bouchée de maïs et a dit « Le travail, un samedi soir ». Elle portait une robe d'été et des boucles d'oreilles qu'elle ne mettait que lorsqu'elle se sentait belle. Je lui ai demandé « Ça va ?» Et elle a répondu « Oui, Nolan, mais avec toi, c'est toujours la catastrophe ces derniers temps. » Ça m'a blessée parce que c'était faux. J'étais un pilier dans notre mariage. J'étais attentive, certes, mais je ne causais pas de conflit. J'ai quand même laissé tomber, car nous étions en famille et parce que ma mère m'a appris depuis longtemps que l'orgueil public peut causer des dommages privés. C'était ma première décision. J'ai préféré le silence à la confrontation. 3 jours plus tard, j'étais chez Crown Auto Trim à Manchester pour aider un certain monsieur Bledsoe à choisir entre 2 qualités de cuir pour l'intérieur de sa Cutlass restaurée. C'est le genre de client qui vous raconte l'histoire de sa voiture chaque fois qu'il vous voit, comme si le deuil et le chrome étaient indissociables. Mon téléphone a vibré, une notification bancaire. Achat important. Centre-ville. Camille et moi avions des comptes courants séparés pour nos dépenses quotidiennes, mais une carte commune couvrait l'épicerie, les factures et les réparations de la maison. L'alerte concernait une boutique de l'avenue Euclide où je n'avais jamais vu Camille faire ses achats. 189 $. Midi mercredi. Je ne l'ai pas appelée tout de suite. J'ai d'abord consulté l'horaire partagé. Elle avait noté cet après-midi comme une opération de rapprochement d'inventaire au travail. Cette expression semblait plus suspecte que l'accusation elle-même. Personne ne parle de rapprochement d'inventaire à moins d'avoir besoin de mots pour justifier un mensonge. Ce soir-là, elle est revenue sans sac de course. Ça comptait aussi. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée de travail. Ennuyeuse, a-t-elle répondu en enlevant ses chaussures. Je lui ai demandé si elle préférait du saumon ou des pâtes pour le dîner. Ce qui est le plus facile. Son ton était léger, distrait. Quand quelqu'un est à l'aise dans son rôle, la gentillesse quotidienne peut paraître irrespectueuse. Ça veut dire qu'il pense que la surface est suffisante pour vous retenir. J'ai commencé à remarquer des schémas, car les schémas révèlent la vérité avant les gens. Mardi et jeudi, elle a pris plus de temps à rentrer. Elle s'est mise à prendre une douche dès qu'elle entra. Elle avait commencé à mettre la sonnerie de son téléphone en mode silencieux et comptait sur les vibrations de sa montre pour l'alerter. Un soir, alors qu'elle se brossait les dents, sa montre s'est allumée sur le comptoir de la salle de bain. J'essayais pas d'espionner. C'était juste là. Un aperçu du message est apparu pendant une demi-seconde. Ta bonne mine aujourd'hui. J'ai eu un choc si soudain que j'ai dû m'accrocher au lavabo. Le nom de l'expéditeur était enregistré comme D. Reed. Je connaissais un certain D. Reed. Darren Reed. 32 ans. Représentant commercial pour une entreprise de fourniture dentaire. Grand, athlétique, sourire facile, trop sûr de lui dans des situations où la confiance devrait se gagner. Je l'avais rencontré 2 fois lors de soirées professionnelles. Camille m'a traîné là parce qu'elle détestait venir seule. Darren portait des espadrilles de marque avec des tenues décontractées chic et appelait tout le monde par son surnom au bout de 10 minutes. La 2e fois qu'on s'est vus, il a dit à Camille. Votre mari a un visage d'une sérénité à l'ancienne. Elle a ri aux éclats. Je m'en suis souvenu parce que son regard m'avait déplu. Pas de la luxure à proprement parler, mais plutôt de l'appétit, comme s'il aimait tâter le terrain. Ce soir-là, après que Camille se soit endormie, je me suis assise au bord du lit et j'ai écouté le bruit des trains de marchandises au loin et celui d'une moto descendant Natural Bridge. J'ai pensé à lui prendre son téléphone. J'ai songé à la réveiller et à dire son nom, Darren Reed, juste pour observer sa réaction. Je n'ai rien fait de tout cela. L'orgueil était pour quelque chose. La discipline aussi. Si je m'étais trompée, j'aurais été celui qui aurait trahi la confiance pour vérifier une intuition. Si j'avais raison, une accusation sans preuve ne ferait que lui apprendre à mieux se dissimuler. C'était ma 2e décision. J'ai choisi la patience, et la patience a un prix. La preuve est venue d'une bêtise. C'est toujours le cas. 2 dimanches plus tard, après la messe à l'église baptiste New Hope, Camille m'a dit qu'elle était trop fatiguée pour dîner avec ma mère et moi dans un restaurant de grands. Ma mère a claqué la langue, puis a laissé tomber. J'ai rapporté à Camille une part de tarte glacée au citron dans une boîte blanche pour emporter. Plus tard, en ouvrant le frigo pour ranger les restants, j'ai aperçu un gros sac à dos noir derrière le jus d'orange, le papier de soie et le logo de la boutique Euclide. Je l'ai sorti. À l'intérieur, il y avait une cravate d'homme, bleu marine à rayures argentées, encore emballée. Darren préférait le bleu marine. J'ai reposé le sac exactement où je l'avais trouvé et je suis restée plantée là, dans la cuisine, pendant 6 bonnes minutes. Une main sur le comptoir, l'autre inerte le long du corps. Le vieux frigo bourdonnait. Une sirène retentit quelque part au centre-ville. J'avais un goût métallique dans la bouche. La trahison a parfois cet effet-là. Ça transforme ton corps en système d'alarme.
Quand Camille est descendue plus tard, en bas et avec un de mes vieux t-shirts de l'université, je l'ai regardée verser de l'eau comme si je venais de la rencontrer. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac derrière le jus ?» ai-je demandé. Elle est restée figée un moment, puis a repris ses esprits. « Un cadeau de retraite pour le mari du docteur Patel. » Cette réponse était trop rapide et trop convenue. Le docteur Patel avait 53 ans et était divorcé. Je le savais parce que Camille s'était plainte pendant des mois que l'ex-femme du docteur Patel appelait encore le cabinet sur la ligne terrestre dès qu'il y avait un problème avec les impôts, les enfants adultes ou les meubles. Camille avait oublié le cours de sa propre vie. Je l'ai fixée longuement. Elle m'a regardé juste le temps d'appuyer son regard, puis elle est montée à l'étage. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude que c'était quelqu'un d'autre. Même si j'ignorais encore jusqu'où ça s'en allait, mon mariage avait pris cette odeur de pourriture si particulière que certains essaient de camoufler avec du désodorisant. Le lendemain matin, j'ai appelé mon grand frère, Isaiah. Isaiah est diacre, chauffeur de métro et l'homme le plus agaçant de calme que je connaisse. Il s'éclaircit la gorge avant de dire des vérités cinglantes, comme s'il voulait que Dieu soit présent pour constater ses intentions. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café dans un quartier universitaire où l'on sert du poisson-chat avant midi et un café si fort qu'il vous fait lever les sourcils. Je lui ai dit les faits, pas mes sentiments. Il a écouté, coupé le pain de maïs en morceaux réguliers et a fini par dire « Tu as besoin de preuves et d'un plan. N'ayas pas la colère dicter ta prochaine action. » Je détestais qu'il ait raison, parce que les bons conseils sont rarement réconfortants. Par l'entremise d'Isaïe, j'ai obtenu le numéro d'une détective privée du nom d'Odessa Pike. Femme noire dans la quarantaine, ancienne enquêtrice spécialisée dans les fraudes à l'assurance, elle portait des mocassins pratiques et s'exprimait par phrases précises. Son bureau était au-dessus d'un cabinet de préparation de déclaration de revenus et à côté d'un atelier de réparation d'aspirateurs, ce qui, d'une certaine manière, m'a inspiré davantage confiance. Ceux qui travaillent dans des bâtiments ordinaires savent généralement où se cache le vrai désordre. Odessa m'a demandé si je voulais la vérité ou être justifiée. J'ai dit la vérité. Elle acquiesça une fois. Bien. La satisfaction de se venger rend les gens négligents. Elle m'a ensuite indiqué son tarif, les documents qu'elle allait consigner et comment éviter d'éveiller mes soupçons en adoptant soudainement une attitude suspecte. Pendant les 10 jours suivants, j'ai vécu dans une maison qui semblait mise en scène. Camille m'embrassait la joue chaque matin. J'ai fait du café et réparé une penture qui était desserrée sur la porte du garde-manger. On a parlé des taxes foncières et de l'élagage de l'érable devant la maison. La vie de couple continuait comme avant, tandis que la cave se remplissait d'eau. Odessa a envoyé des mises à jour. Jeudi, 18h18. Rencontre avec un homme noir d'environ 1,88 mètres dans un stationnement près de Maryland Plaza. Lundi, 20h05. Souper dans un bistrot du quartier central West End. Mercredi, à 14h11. La personne concernée est entrée dans le hall de l'hôtel-boutique avec le même homme. Aucun commentaire, juste un couteau. J'ai pas pleuré. Je n'ai pas honte de pleurer, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'y suis quand même allée. Mon travail dépendait de mes mains, et pendant 2 jours, mes doigts m'ont paru étrangers, comme ceux d'un homme qui avait perdu la raison. Je refaisais le revêtement d'un banc d'église pour une petite congrégation à Baden et je me suis piqué le pouce en agrafant le tissu du dessous. Le pasteur Coleman m'a vu sucer le sang de la coupure et m'a dit « Ton esprit est ailleurs, mon frère. » Je lui ai répondu que c'était juste de la fatigue. Le mensonge avait un goût amer. La trahison isole bien avant la rupture officielle du mariage. Odessa a fini par me demander si je voulais une vidéo en plus des photos. Une vidéo est plus difficile à nier, dit-elle. J'ai dit oui. Puis, assis dans mon camion devant chez Ted Drouès, j'ai regardé les gens faire la queue pour une crème glacée, tandis que le crépuscule tombait et que l'enseigne lumineuse rougeoyante bourdonnait au-dessus du parking. Les enfants riaient. Quelqu'un écoutait de la musique d'Anita Baker à la radio. La vie suivait son cours normal. Ça m'a offensé. À ce moment-là, je pense que les choses avaient déjà mal tourné bien avant l'infidélité elle-même. Lorsque le secret devient une habitude, l'adultère n'est qu'une branche de l'arbre. Le fond du problème, c'est le mépris. Que auriez-vous fait du premier mensonge ? Je me le demandais encore. Le rapport est arrivé un mardi après-midi. Dans une simple enveloppe brune, Odessa me l'a remise par-dessus son bureau. À l'intérieur, des photos, un relevé horaire, des notes d'hôtel, des additions de restaurants payés en espèces et une courte vidéo de Camille et Darren quittant le stationnement de l'hôtel en riant devant quelque chose sur son téléphone. Ils étaient heureux. C'est ça qui m'a le plus bouleversé, bien plus que le contact physique. Le confort passe par la répétition. Ça veut dire que c'était pas juste une erreur un soir de semaine. Cela signifiait qu'elles avaient tissé des liens informels pendant que je payais la facture d'électricité et faisais la vidange de sa voiture. J'ai remercié Odessa, lui ai serré la main et suis sortie avec l'impression d'avoir 50 ans. Je n'ai pas confronté Camille immédiatement, car une confrontation sans structure se transforme en théâtre, et je n'avais aucune envie de jouer la comédie pour quelqu'un qui me mentait déjà effrontément. Je suis allée voir une avocate du nom de Bernice Hall,
dans son bureau donnant sur Forest Park. À l'extérieur, des gens faisaient leur jogging sous les arbres pendant que mon mariage était officialisé. Bernice avait les cheveux argentés relevés et des lunettes de lecture accrochées à une chaînette. Elle m'a écouté, a examiné le dossier d'Odessa et a dit « Vous n'avez pas approuvé votre moralité devant le tribunal. Il faut protéger ses actifs, documenter ses dépenses et décider du résultat acceptable. » C'est la première conversation qui m'a soulagée. La semaine suivante, j'ai fait des copies de mes relevés bancaires, changé les mots de passe de mes comptes professionnels, supprimé l'accès de Camille à 2 dossiers infonuagiques contenant des devis clients et discrètement déplacé des documents importants dans une armoire à dossiers verrouillée à mon atelier. Ce détail est important parce que Darren n'était pas un inconnu. Il m'avait déjà posé des questions sur mes contrats les plus importants, avec curiosité, compliment et bienveillance. Comment fixez-vous vos prix pour la restauration d'église? Qui gère vos contrats de gestion de parc automobile? De petites choses. Sur le coup, j'ai cru qu'il entamait la conversation. Maintenant, je me demande si Camille n'a pas été plus imprudente avec mes informations que je ne le pensais. L'infidélité prend rarement des formes isolées. Ça déborde. Puis est venu vendredi soir, des éclairs de chaleur derrière les rideaux, les cigales qui chantaient dehors. J'étais en train de rincer du chou vert dans l'évier parce que j'avais prévu de faire cuire des ailes de dinde à feu doux. Camille est descendue les escaliers vêtue pour une soirée que les femmes mariées ne considèrent pas comme une sortie. Combinaison noire cette fois, pas une robe, dos nu, bracelet manchette argentée, parfum aux notes fumées que je n'avais jamais senti. Elle portait une petite pochette et un maquillage qui laissaient entrevoir une soirée dans une ambiance tamisée. Elle s'est arrêtée en me voyant la regarder. « Je sors », a-t-elle dit. Sans plus de détails, sans politesse, juste pour m'en informer. Je me suis essuyé les mains avec un linge à vaisselle et je me suis tourné vers elle. « Si vous partez ce soir, j'ai dit, ne revenez pas ici en espérant vivre comme ma femme. » Je ne leur ai pas crié dessus. Je n'ai pas joué la comédie. Ma voix était assez basse et posée pour qu'elle soit obligée d'entendre chaque mot. Camille me regardait fixement, le menton relevé. « Alors maintenant, vous voulez lui donner des ultimatums ?» Elle a dit non. Je lui ai dit que je lui laissais le choix. C'est là que tout aurait pu basculer. Elle aurait pu s'asseoir. Elle aurait pu dire la vérité. Elle aurait pu me demander ce que je savais. Au lieu de ça, elle m'a lancé un regard que je ne lui avais jamais vu. Pas de culpabilité, pas de peur, mais de l'agacement. Comme si mon refus de continuer à jouer le jeu avait perturbé ses plans. « T'en fais tout un plat, » dit-elle. Elle m'a frôlé, a ouvert la porte d'entrée et l'air humide lui a enveloppé les chevilles. Puis elle partit. La porte moustiquaire claqua derrière elle. Je suis resté là un moment, à écouter sa voiture démarrer, reculer dans la ruelle et disparaître. Un sentiment d'apaisement m'envahit alors. Pas de soulagement, pas de rage. Un silence de mort. La maison était soudainement trop lourde, à part le tic-tac de l'horloge murale et le goutte-à-goutte de l'eau dans l'évier. J'ai appelé Odessa et je lui ai donné la description de la voiture et le numéro d'immatriculation, même si elle les avait déjà. Elle m'a dit que j'étais tout prêt. Évidemment. Les bons enquêteurs ont un meilleur sens du timing que la plupart des maris. J'ai donc appelé Bernice et lui et laissé un message lui disant qu'elle était partie après que j'ai mis une limite. Je poursuis l'enquête. Mes mains étaient stables. Ça m'a surpris. J'ai rangé le chou vert, j'ai recouvert les ailes de dinde et j'ai verrouillé la porte derrière. Parfois, la dignité semble anodine vue de l'extérieur. C'est simplement un homme qui range de la bouffe dans le frigo et qui décide de pas quémander chez lui. Je me suis versé un thé sucré et je me suis assis à la table de la cuisine pour attendre. L'attente est une sorte de torture que personne ne comprend avant de l'avoir vécue pendant 1 heure. La pluie s'est mise à cogner sur le toit du Porsche par à-coups irréguliers. J'entendais le clic de la grille d'aération à l'étage chaque fois que le système se mettait en marche. J'ai repensé à notre première année de mariage à Kansas City, quand on vivait dans un petit appartement au-dessus d'un salon de coiffure et que Camille lissait mes chemises en fredonnant des airs de gospel. J'ai repensé à ses larmes à la mort de mon père et à la façon dont elle dormait à côté de moi, une main sur mon épaule comme pour me soutenir. La mémoire peut nous jouer des tours si on la laisse contredire les faits. À 22h42, Odessa a envoyé un SMS. Confirmé. Restaurant de l'hôtel à Clayton. C'est le même homme. Je n'ai pas couru là-bas comme dans un film. J'ai d'abord appelé Isaïe. Tu viens avec moi? Ai-je dit. Il n'a posé aucune question. Il m'a simplement dit de conduire prudemment. Cette décision était importante. Je ne voulais pas rester seule avec ma colère et je ne voulais pas que Camille ou Darren en fassent une histoire. Quand Isaïa et moi sommes arrivés à l'hôtel, les trottoirs étaient glissants à cause de la pluie et le valet sentait l'asphalte mouillé et le parfum. Odessa nous a accueillis près de l'entrée latérale et m'a remis des photos imprimées de cette soirée. Sur l'une d'elles, Camille souriait en regardant son assiette, tandis que Darren l'observait comme s'il avait gagné quelque chose. Sur une autre, sa main reposait doucement sur le dossier de sa chaise. Il avait l'air détendu. Trop détendu. Dans le hall de l'hôtel,
On entendait un piano doux et une fontaine qui produisaient ce son faussement paisible que les endroits chics adorent. Je sentais Isaïe à mes côtés, comme un pilier ancré dans le sol. Quoi que tu fasses, murmura-t-il. Garde ta voix. C'est du langage de grand frère pour dire, garde ta dignité. J'ai acquiescé. Puis je suis entré dans le restaurant et j'ai vu ma femme à une table éclairée aux chandelles, dressée pour deux, comme si nos vœux n'avaient été qu'une erreur administrative. Camille m'a vu la première. Tout son corps s'est tendu. Pas par honte morale, mais parce qu'elle avait été surprise au moment précis où elle prenait du plaisir. Darren s'est retourné et a cligné des yeux, comme s'il ne m'avait pas immédiatement reconnu, ce qui en dit long sur sa personnalité. Les hommes qui s'immiscent dans la vie des autres croient souvent que leur charme les exempte de toute conséquence. Je me suis arrêté à leur table. Camille, dis-je. Puis à lui, Darren. Mon ton était assez neutre pour que les gens à la table d'à côté continuent de manger, mais les deux comprenaient la menace qui planait. Nolan, a dit Camille en se levant à moitié puis en se rassoyant, indécise. Non. Je m'interpose. Ne m'insultez pas en commençant cette phrase. Darren a tendu la main vers son verre d'eau et l'a raté de justesse avant de le rattraper. Un mouvement infime, mais une information capitale. Il était nerveux. Tant mieux. J'ai placé les photos sur la nappe, entre leurs assiettes. Camille baissa les yeux et son visage se décomposa. La mâchoire de Darren se crispa. Un instant, j'ai songé à poser des questions. Je leur aurais donné l'occasion de se justifier et de se retrouver dans une impasse. J'ai donc renoncé. Je n'avais pas besoin de plus de mensonges. Tu as quitté ma maison après que je t'ai averti, j'ai dit. Voici ta réponse. Isaïe s'est approché, mais est resté silencieux. Sa présence a empêché la situation de dégénérer en chaos. J'ai sorti une enveloppe de ma veste et l'ai glissée vers Camille. Bernice avait préparé une entente de séparation temporaire. Il contenait des instructions concernant son départ du domicile conjugal et précisait que ses dépenses sur le compte conjoint avaient été documentées. Camille fixait l'enveloppe, comme si elle allait la fermer. « Tu avais préparé tes papiers ?» demanda-t-elle. J'avais du respect pour moi-même, répondis-je. Cette réplique n'était pas répétée. Elle est venue spontanément. Darren a finalement trouvé sa voix et l'a dit. Bon sang, on devrait peut-être tous se calmer. Je me suis lentement tournée vers lui. T'as rien à voir avec ça. C'est là, je crois, que bien des gens se trompent. Ils pensent que la force, c'est de crier le plus fort. Je n'avais pas besoin de donner des coups de poing, de renverser une table ni de faire souffrir des inconnus qui mangeaient du bar. Le seul moyen d'action que j'avais était de garder le contrôle. J'ai regardé Darren et je lui ai dit. Ne contacte plus ma femme, sauf par l'intermédiaire de mon avocat, au sujet des informations qu'elle a partagées concernant mon entreprise. Ses yeux s'illuminèrent. Ça y était. La confirmation. Cachée à la vue de tous. Camille nous a regardés tour à tour. De quoi tu parles ? Demanda-t-elle. J'ai dit. Demandez-lui pourquoi soudainement il connaissait les noms de mes clients. Le visage de Camille a changé, et cette fois, c'était sincère. Elle s'est tournée vers Darren. Il a essayé de minimiser la chose. Personne ne vole rien. Il a parlé trop vite. Mais j'avais déjà remarqué qu'il manquait des courriels sur l'ordinateur partagé à la maison. Les brochures de ma boutique avaient été déplacées. Camille m'avait posé récemment des questions sur les tarifs des parcs de véhicules et les délais des contrats avec les églises. Peut-être ne comprenait-elle pas ce qu'elle racontait. Peut-être que si. Dans tous les cas, elle avait intégré des pans de ma vie professionnelle à une relation fondée sur le mensonge. L'infidélité s'était pointée dans ma vie, accompagnée de sabotage, et ça avait exacerbé les choses. La trahison n'était plus seulement personnelle. Il était opérationnel, murmura Camille. Nolan, je n'ai jamais voulu nuire à ton entreprise. Ce mot signifiait, enraciné en moi. Les gens l'aiment bien, car il sonne plus doux qu'en réalité. Je l'ai regardé et j'ai vu une femme à qui jadis j'avais confié mes clés, mon chagrin, mes mots de passe et le nom de la rue de mon enfance. Maintenant, après des semaines de mensonges délibérés, elle me demandait de croire à un accident. Les intentions ne réparent pas les conséquences, je lui ai dit. Je lui ai alors indiqué qu'elle avait jusqu'à midi le lendemain pour récupérer le nécessaire en ma présence, et qu'ensuite, toute communication passerait par Bernice. Elle s'est mise à pleurer. Je n'ai pas bougé pour la consoler. J'ai quitté le resto avec Isaïe à mes côtés, sous une pluie fraîche qui me rafraîchissait la nuque. Le valet se disputait avec un client au sujet d'un ticket. Les autos sifflaient sur l'asphalte mouillé. Saint-Louis embaumait l'asphalte, l'air du fleuve et les feuilles mortes, piétinées par la chaleur estivale. Je m'attendais à ressentir une victoire. Je ne l'ai pas ressentie. Je me suis sentie propre, et la propreté est différente. Plus propre que l'époque où l'on passait des nuits blanches à trouver des excuses au choix des autres adultes. Dans l'auto, Isaïe ne s'est pas excusé. Il vient de me remettre une menthe poivrée qu'il prenait dans le bol de bonbons de l'église, toujours rangé dans sa boîte à gants. Ce petit geste de gentillesse, aussi banal soit-il, a failli me briser.
Le lendemain matin, Camille est venue à la maison avec sa sœur Renée. Renée avait toujours été polie mais distante avec moi, comme si elle ne m'avait jamais vraiment pardonné d'être l'homme que Camille aimait plus que ses opinions. Elle a aidé à charger les valises dans son VUS pendant que Camille s'occupait des pièces, rassemblant vêtements, photos encadrées, flacons de soins et un petit plat à bijoux en céramique en forme de magnolia. Je suis restée dans le salon, le dossier de facture sur les genoux, parce que rester là à côté aurait rendu la situation encore plus désagréable. À un moment donné, Camille s'est arrêtée près de la bibliothèque et a demandé. « Alors, c'est tout ?» J'ai répondu. « Non, c'était tout, parce que tu choisissais toujours lui. » Le divorce n'est pas arrivé tout d'un coup. Il s'est fait graduellement, érosion, relevé bancaire, séance de médiation, inventaire de meubles, 3 disputes sur la définition des biens communs. Bernice a été excellente, calme, préparée, chirurgicale. Nous avons appris que Camille avait utilisé une voiture commune pour plusieurs soupers, une nuit d'hôtel et des cadeaux. On a aussi appris que Darren avait fait de même. Il lui a envoyé des liens vers des sites concurrents en lui demandant si mes prix étaient comparables. Cette remarque a fait grimacer Bernice. Elle m'a recommandé de consulter un avocat d'affaires et j'ai renforcé tous les processus de mon entreprise. 2 clients avaient déjà été approchés par un concurrent dont les chiffres étaient étrangement proches des miens. J'ai pas laissé passer ça. Les mois ont passé. L'été a fait place à l'automne. Les feuilles grésillaient le long de Delmar. Les autobus scolaires reprenaient leur bourdonnement matinal. Je refaisais mes habitudes, un élément tenace à la fois. Le samedi matin au marché. L'étude biblique du mercredi soir, même quand je ne me sentais pas particulièrement spirituelle. Accompagner ma mère à ses rendez-vous chez le podiatre parce qu'elle semblait complètement perdue face au forum en ligne. Le travail m'a aidé. Il y a quelque chose de réconfortant à utiliser ses mains pour restaurer ce que les autres ont abîmé. J'ai retapissé des chaises de salle à manger, des bancs d'église et une banquette de camion de 1971, tandis que ma propre vie intérieure se refermait peu à peu. Pas très esthétique, juste fonctionnel au premier abord. Le côté fonctionnel est sous-estimé. Camille a essayé de rouvrir la porte à 3 reprises. Une fois, j'ai trouvé une lettre manuscrite dans ma boîte aux lettres, disant qu'elle était à la fois confuse et flattée. Une autre fois, j'ai reçu un message vocal après minuit. J'ai tellement pleuré que j'ai failli l'effacer avant la fin. Un jour, j'ai demandé à ma mère si je pouvais prendre un café pour qu'on puisse enfin tourner la page. Elle m'a répondu que ce n'était pas un service que mon fils offrait sur demande. J'ai ri quand elle me l'a répété. Le premier vrai rire depuis des mois. Mais j'étais aussi envahie par la tristesse. Camille ne m'avait pas seulement trahi. Elle était devenue une personne dont j'avais besoin d'être protégée. C'est une douleur particulière. Environ 8 mois plus tard, je l'ai aperçue dans un magasin Schnuck à Richmond Heights, près du rayon des fleurs. Elle portait un polo de travail d'un cabinet médical que je ne connaissais pas, cheveux tirés vers l'arrière, sans maquillage. Elle comparait les étiquettes des soupes avec une concentration intense. Elle avait l'air plus petite, pas physiquement, mais socialement. On peut se rabattre sur soi-même après que l'histoire qu'on s'est racontée sur sa vie s'effondre. Elle m'a remarqué, a hésité, puis s'est approchée. « Comment ça va ?» demanda-t-elle. « Calme, » répondis-je. Elle acquiesça, comme si cette réponse la blessait, car elle signifiait que j'avais appris à vivre sans la personne que j'étais, celle qu'il aimait. Elle a de nouveau présenté ses excuses. Je l'ai cru. Ça n'a rien changé. Honnêtement, c'est là que je n'aurais pas agi de la même manière il y a quelques années. Quand j'étais plus jeune, j'aurais peut-être laissé les excuses entamer une deuxième conversation. Et cette deuxième conversation se serait transformée en nostalgie. Et la nostalgie se transforme en faiblesse déguisée en maturité. Alors, je lui ai dit, j'espère que tu seras assez honnête pour éviter que ça se reproduise dans ta prochaine vie, avec quelqu'un d'autre. Elle pleurait en silence, là, près des conserves. Je n'ai pas tardé à en être témoin. Parfois, la chose la plus respectueuse qu'on puisse faire pour soi-même et pour l'autre personne est de mettre fin à la conversation avant que les vieux schémas ne refassent surface. Pensez-vous que les excuses devraient permettre d'accéder à la maison ou simplement être reconnues? Ça fait 2 ans maintenant. La maison est à moi. J'ai repeint la cuisine d'un vert olive foncé que Camille aurait détesté et j'ai remplacé le banc de l'entrée où elle posait son sac à main. J'ai embauché 2 excellentes employées, toutes 2 assez âgées pour savoir que le charme ne fait pas la compétence. Mes contrats sont plus stricts. Ma comptabilité est séparée. Mon sommeil est plus profond. De temps en temps, surtout ces soirs d'été humides où le tonnerre gronde au loin et où quelqu'un du quartier fait frire du poisson, je repense au bruit de cette porte d'entrée qui se refermait derrière Camille. Non pas parce qu'elle me manque, mais parce que ce bruit a marqué le moment où j'ai cessé de confondre amour et permission de me manquer de respect. Ce qui me marque dans cette histoire, c'est ni la confrontation au resto, ni même les excuses à l'épicerie. C'est le moment décisif. Nolan n'a pas supplié à la porte, et il ne s'est pas perdu à la table de l'hôtel. Il a protégé ses affaires lorsqu'il a compris que l'affaire avait pris une autre tournure que la simple romance, et il a refusé de faire du regret de Camille une raison de rouvrir la plaie. Voici ce que j'en retiens.
Les limites ne sont pas dramatiques lorsqu'elles sont placées en retard. Elles sont tout simplement dépassées. Réfléchissez au moment précis où la rupture s'est produite et demandez-vous honnêtement si vous l'auriez perçu plus tôt. Cette situation illustre parfaitement l'importance du respect de soi, surtout lorsque les émotions tentent de dicter vos décisions. Nolan n'a pas supplié, n'a pas perdu le contrôle et n'a pas laissé la trahison le corrompre. Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits authentiques et percutants sur le karma. Dites-moi dans les commentaires.